La Chartreuse de Parme, partie 6 du livre audio, chapitre 9. L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillard, par la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il eut grand-peine à s'endormir, et son sommeil fut agité de songes. Peut-être présage de l'avenir. Le matin, à 10 heures, il fut réveillé par le tremblement général du clocher. Un bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva éperdu et se crut à la fin du monde. Puis il pensa qu'il était en prison. Il lui fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que 40 paysans mettaient en mouvement en l'honneur du grand saint Giovita. 10 auraient suffi. Fabrice chercha un endroit convenable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que de cette grande hauteur, son regard plongeait sur les jardins, et même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père arrivant aux bornes de la vie changeait tous ses sentiments. Il distinguait jusqu'aux moineaux qui cherchaient quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisés, se dit-il. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands. Cette vue l'attendrit. L'aspect de cette cour intérieure, ainsi ornée avec ses ombres bien tranchées et marquée par un soleil éclatant, était vraiment grandiose. L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. « Mais c'est vraiment singulier, se disait-il. Mon père n'a que 35 ans de plus que moi. 35 et 23 ne font que 58. » Ses yeux fixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimé, se remplirent de larmes. Il frémit, et un froid soudain courut dans ses veines, lorsqu'il crut reconnaître son père traversant une terrasse garnie d'orangers qui se trouvait de plain-pied avec sa chambre. Mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocher, une quantité de jeunes filles, vêtues de blanc et divisées en différentes troupes, étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rouges, bleues et jaunes, sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice. Du clocher, ses regards plongeaient sur les 2 branches du lac à une distance de plusieurs lieues, et cette vue sublime lui fit bientôt oublier toutes les autres. Elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule assiéger sa pensée. Et cette journée passée en prison dans un clocher fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie. Le bonheur le porta à une hauteur de pensée assez étrangère à son caractère. Il considérait les événements de la vie, lui, si jeune, comme si déjà il fût arrivé à sa dernière limite. Il faut en convenir. Depuis mon arrivée à Parme, se dit-il enfin, après plusieurs heures de rêverie délicieuse, je n'ai point eu de joie tranquille et parfaite, comme celle que je trouvais à Naples, en galopant dans les chemins de Vomero ou en courant les rives de Misène. Tous les intérêts si compliqués de cette petite cour méchante m'ont rendu méchant. Je n'ai point du tout de plaisir à haïr. Je crois même que ce serait un triste bonheur pour moi que celui d'humilier mes ennemis si j'en avais. Mais je n'ai point d'ennemis. Halte là, se dit-il tout à coup. J'ai pour ennemi Giletti. Voilà qui est singulier, se dit-il. Le plaisir que j'éprouverais à voir cet homme si laid aller à tous les diables survit au goût fort léger que j'avais pour la petite Marietta. Elle ne vaut pas, à beaucoup près, la duchesse d'A, que j'étais obligé d'aimer à Naples, puisque je lui avais dit que j'étais amoureux d'elle. Grand Dieu,
que 2 fois je me suis ennuyée durant les longs rendez-vous que m'accordait cette belle duchesse. Jamais rien de pareil dans la chambre délabrée et servant de cuisine où la petite Marietta m'a reçue 2 fois, et pendant 2 minutes chaque fois. Eh, grand Dieu, qu'est-ce que ces gens-là mangent? C'est à faire pitié. J'aurais dû faire à elle et à la Mamassia une pension de 3 beefsteaks payables tous les jours. La petite Marietta, ajouta-t-il, me distrayait des pensées méchantes que me donnait le voisinage de cette cour. J'aurais peut-être bien fait de prendre la vie de café, comme dit la duchesse. Elle semblait pencher de ce côté-là, et elle a bien plus de génie que moi. Grâce à ses bienfaits, ou bien seulement avec cette pension de 4 000 francs et ce fonds de 40 000 placé à Lyon et que ma mère me destine, j'aurai toujours un cheval et quelques écus pour faire des fouilles et former un cabinet. Puisqu'il me semble que je ne dois pas connaître l'amour, ce seront toujours là, pour moi, les grandes sources de félicité. Je voudrais, avant de mourir, aller revoir le champ de bataille de Waterloo, et tâcher de reconnaître la prairie où je fus si gaiement enlevé de mon cheval et assis par terre. Ce pèlerinage accompli, je reviendrai souvent sur ce lac sublime. Rien d'aussi beau ne peut se voir au monde, du moins pour mon cœur. À quoi bon aller si loin chercher le bonheur? Il est là sous mes yeux. Ah, se dit Fabrice, comme objection, la police me chasse du lac de Caume. Mais je suis plus jeune que les gens qui dirigent les coups de cette police. Ici, ajouta-t-il en riant, je ne trouverai point de duchesse d'A. Mais je trouverai une de ces petites filles, là-bas, qui arrangent des fleurs sur le pavé, et, en vérité, je l'aimerais tout autant. L'hypocrisie me glace même en amour. Et nos grandes dames visent à des effets trop sublimes. Napoléon leur a donné des idées de mœurs et de constance. Diable, se dit-il, tout à coup, en retirant la tête de la fenêtre, comme s'il eût craint d'être reconnu malgré l'ombre de l'énorme jalousie de bois qui garantissait les cloches de la pluie. Voici une entrée de gendarmes en grande tenue. En effet, 10 gendarmes, dont 4 sous-officiers, paraissaient dans le haut de la grande rue du village. Le maréchal des logis les distribuait de 100 pas en 100 pas le long du trajet que devait parcourir la procession. Tout le monde me connaît ici. Si l'on me voit, je ne fais qu'un saut des bords du lac de Caume au Spielberg, où l'on m'attachera à chaque jambe une chaîne pesant 110 livres. Et quelle douleur pour la duchesse! Fabrice eut besoin de 2 ou 3 minutes pour se rappeler que d'abord il était placé à plus de 80 pieds d'élévation, que le lieu où il se trouvait était comparativement obscur, que les yeux des gens qui pourraient le regarder étaient frappés par un soleil éclatant, et qu'enfin il se promenait les yeux grands ouverts dans des rues dont les maisons venaient d'être blanchies au lait de chaux, en l'honneur de la fête de Saint Giovita. Malgré des raisonnements si clairs, l'âme italienne de Fabrice eût été désormais hors d'état de goûter aucun plaisir, s'il n'eût interposé entre lui et les gendarmes un lambeau de vieille toile qu'il cloua contre la fenêtre et auquel il fit 2 trous pour les yeux. Les cloches ébranlaient l'air depuis 10 minutes, la procession sortait de l'église, les mortaretti se firent entendre. Fabrice tourna la tête et reconnut cette petite esplanade garnie d'un parapet et dominant le lac, où, si souvent, dans sa jeunesse, il s'était exposé à voir les mortaretti lui partir entre les jambes, ce qui faisait que le matin des jours de fête, sa mère voulait le voir auprès d'elle. Il faut savoir que les mortaretti, ou petits mortiers, ne sont autre chose que des canons de fusil que l'on scie de façon à ne leur laisser que 4 pouces de longueur. C'est pour cela que les paysans recueillent avidement les canons de fusil que, depuis 1796, la politique de l'Europe a semé à foison dans les plaines de la Lombardie.
Une fois réduits à 4 pouces de longueur, on charge ces petits canons jusqu'à la gueule, on les place à terre dans une position verticale et une traînée de poudre va de l'un à l'autre. Ils sont rangés sur 3 lignes comme un bataillon et au nombre de 200 ou 300 dans quelque emplacement voisin du lieu que doit parcourir la procession. Lorsque le Saint-Sacrement approche, on met le feu à la traînée de poudre et alors commence un feu de fil de coups secs le plus inégal du monde et le plus ridicule. Les femmes sont ivres de joie. Rien n'est gai comme le bruit de ces mortaretti entendus de loin sur le lac et adouci par le balancement des eaux. Ce bruit singulier, et qui avait fait si souvent la joie de son enfance, chassa les idées un peu trop sérieuses dont notre héros était assiégé. Il alla chercher la grande lunette astronomique de l'abbé et reconnut la plupart des hommes et des femmes qui suivaient la procession. Beaucoup de charmantes petites filles que Fabrice avait laissées à l'âge de 11 et 12 ans étaient maintenant des femmes superbes dans toute la fleur de la plus vigoureuse jeunesse. Elles firent renaître le courage de notre héros, et pour leur parler, il eut fort bien bravé les gendarmes. La procession passée et rentrée dans l'église par une porte latérale que Fabrice ne pouvait apercevoir, la chaleur devint bientôt extrême, même au haut du clocher. Les habitants rentrèrent chez eux, et il se fit un grand silence dans le village. Plusieurs barques se chargèrent de paysans retournant à Bellagio, à Menaggio et autres villages situés sur le lac. Fabrice distinguait le bruit de chaque coup de rame. Ce détail si simple le ravissait en extase. Sa joie actuelle se composait de tout le malheur, de toute la gêne qu'il trouvait dans la vie compliquée des cours. Qu'il eût été heureux en ce moment de faire une lieue sur ce beau lac si tranquille et qui réfléchissait si bien la profondeur des cieux. Il entendit ouvrir la porte d'en bas du clocher. C'était la vieille servante de l'abbé Blanès qui apportait un grand panier. Il eut toutes les peines du monde à s'empêcher de lui parler. « Elle a pour moi presque autant d'amitié que son maître, » se disait-il. « Et d'ailleurs, je pars ce soir à 9 heures. Est-ce qu'elle ne garderait pas le secret qu'elle m'aurait juré, seulement pendant quelques heures ? Mais, se dit Fabrice, je déplairais à mon ami. Je pourrais le compromettre avec les gendarmes. » Et il laissa partir la Ghita sans lui parler. Il fit un excellent dîner, puis s'arrangea pour dormir quelques minutes. Il ne se réveilla qu'à 8h30 du soir. L'abbé Blanès lui secouait le bras et il était nuit. Blanès était extrêmement fatigué. Il avait 50 ans de plus que la veille. Il ne parla plus de choses sérieuses. Assis sur son fauteuil de bois, « Embrasse-moi », dit-il à Fabrice. Il le reprit plusieurs fois dans ses bras. « La mort, dit-il enfin, qui va terminer cette vie si longue, n'aura rien d'aussi pénible que cette séparation. J'ai une bourse que je laisserai en dépôt à la Ghita, avec ordre d'y puiser pour ses besoins, mais de te remettre ce qui restera si jamais tu viens le demander. Je la connais. Après cette recommandation, elle est capable, par économie pour toi, de ne pas acheter de la viande 4 fois par an, si tu ne lui donnes des ordres bien précis. Tu peux toi-même être réduit à la misère, et l'obole du vieil ami te servira. N'attends rien de ton frère que des procédés atroces, et tâche de gagner de l'argent par un travail qui te rende utile à la société. Je prévois des orages étranges. Peut-être, dans 50 ans, ne voudra-t-on plus d'oisifs. Ta mère et ta tante peuvent te manquer, tes sœurs devront obéir à leur mari. Va-t'en, va-t'en, fuis, s'écria Blanès avec empressement. Il venait d'entendre un petit bruit dans l'horloge qui annonçait que 10 heures allaient sonner. Il ne voulut pas même permettre à Fabrice de l'embrasser une dernière fois. « Dépêche, dépêche !» lui cria-t-il. « Tu mettras au moins 1 minute à descendre l'escalier. Prends garde de tomber. Ce serait d'un affreux présage. » Fabrice se précipita dans l'escalier et, arrivé sur la place, se mit à courir. Il était à peine arrivé devant le château de son père
que la cloche sonna 10 heures. Chaque coup retentissait dans sa poitrine et y portait un trouble singulier. Il s'arrêta pour réfléchir, ou plutôt pour se livrer aux sentiments passionnés que lui inspirait la contemplation de cet édifice majestueux qu'il jugeait si froidement la veille. Au milieu de sa rêverie, des pas d'hommes vinrent le réveiller. Il regarda et se vit au milieu de 4 gendarmes. Il avait 2 excellents pistolets dont il venait de renouveler les amorces en dînant. Le petit bruit qu'il fit en les armant attira l'attention d'un des gendarmes et fut sur le point de le faire arrêter. Il s'aperçut du danger qu'il courait et pensa à faire feu le premier. C'était son droit, car c'était la seule manière qu'il eût de résister à 4 hommes bien armés. Par bonheur, les gendarmes, qui circulaient pour faire évacuer les cabarets, ne s'étaient point montrés tout à fait insensibles aux politesses qu'ils avaient reçues dans plusieurs de ces lieux aimables. Ils ne se décidèrent pas assez rapidement à faire leur devoir. Fabrice prit la fuite en courant à toutes jambes. Les gendarmes firent quelques pas en courant aussi et criant « Arrête ! Arrête !» Puis tout rentra dans le silence. À 300 pas de là, Fabrice s'arrêta pour reprendre haleine. Le bruit de mes pistolets a failli me faire prendre. C'est bien pour le coup que la duchesse m'eût dit, si jamais il m'eût été donné de revoir ses beaux yeux, que mon âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans 10 ans et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à mes côtés. Fabrice frémit en pensant au danger qu'il venait d'éviter. Il doubla le pas, mais bientôt il ne put s'empêcher de courir, ce qui n'était pas trop prudent, car il se fit remarquer de plusieurs paysans qui regagnaient leur logis. Il ne put prendre sur lui de s'arrêter que dans la montagne, à plus d'1 lieue de Grianta, et, même arrêté, il eut une sueur froide en pensant au Spielberg. « Voilà une belle peur », se dit-il. En entendant le son de ce mot, il fut presque tenté d'avoir honte. Mais ma tante ne me dit-elle pas que la chose dont j'ai le plus besoin, c'est d'apprendre à me pardonner ? Je me compare toujours à un modèle parfait, et qui ne peut exister. Eh bien, je me pardonne ma peur, car, d'un autre côté, j'étais bien disposé à défendre ma liberté, et certainement tous les 4 ne seraient pas restés debout pour me conduire en prison. Ce que je fais en ce moment, ajouta-t-il, n'est pas militaire. Au lieu de me retirer rapidement, après avoir rempli mon objet et peut-être donné l'éveil à mes ennemis, je m'amuse à une fantaisie plus ridicule peut-être que toutes les prédictions du bon abbé. En effet, au lieu de se retirer par la ligne la plus courte et de gagner les bords du lac Majeur, où sa barque l'attendait, il faisait un énorme détour pour aller voir son arbre. Le lecteur se souvient peut-être de l'amour que Fabrice portait à un marronnier planté par sa mère 23 ans auparavant. « Il serait digne de mon frère, se dit-il, d'avoir fait couper cet arbre. Mais ces êtres-là ne sentent pas les choses délicates. Il n'y aura pas songé. Et d'ailleurs, ce ne serait pas d'un mauvais augure, ajouta-t-il avec fermeté. 2 heures plus tard, son regard fut consterné. Des méchants, ou un orage, avaient rompu l'une des principales branches du jeune arbre, qui pendait desséchée. Fabrice la coupa avec respect, à l'aide de son poignard, et tailla bien nette la coupure, afin que l'eau ne pût pas s'introduire dans le tronc. Ensuite, quoique le temps fût bien précieux pour lui, car le jour allait paraître, il passa une bonne heure à bêcher la terre autour de l'arbre chéri. Toutes ces folies accomplies, il reprit rapidement la route du lac Majeur. Au total, il n'était point triste. L'arbre était d'une belle venue, plus vigoureux que jamais, et, en 5 ans, il avait presque doublé. La branche n'était qu'un accident sans conséquence. Une fois coupée, elle ne nuisait plus à l'arbre. Et même, il serait plus élancé, sa membrure commençant plus haut. Fabrice n'avait pas fait 1 lieue qu'une bande éclatante de blancheur dessinait à l'orient les pics du Reségan d'Ilek, montagne célèbre dans le pays. La route qu'il suivait se couvrait de paysans. Mais, au lieu d'avoir des idées militaires, Fabrice se laissait attendrir
par les aspects sublimes ou touchants de ces forêts, des environs du lac de Caume. Ce sont peut-être les plus belles du monde. Je ne veux pas dire celles qui rendent le plus d'écus neufs, comme on dirait en Suisse, mais celles qui parlent le plus à l'âme. Écoutez ce langage dans la position où se trouvait Fabrice, en but aux attentions de messieurs les gendarmes lombardo-vénitiens. C'était un véritable enfantillage. « Je suis à une demi-lieue de la frontière, se dit-il enfin. Je vais rencontrer des douaniers et des gendarmes faisant leur ronde du matin. Cet habit de drap fin va leur être suspect. Ils vont me demander mon passeport. Or, ce passeport porte en toutes lettres un nom promis à la prison. Me voici dans l'agréable nécessité de commettre un meurtre. Si, comme de coutume, les gendarmes marchent deux ensemble, je ne puis pas attendre bonnement, pour faire feu, que l'un des deux cherche à me prendre au collet. Pour peu qu'en tombant, il me retienne un instant, me voilà au Spielberg. » Fabrice, saisi d'horreur, surtout de cette nécessité de faire feu le premier, peut-être sur un ancien soldat de son oncle, le comte Pietranera, courut se cacher dans le tronc creux d'un énorme châtaignier. Il renouvelait l'amorce de ses pistolets lorsqu'il entendit un homme qui s'avançait dans le bois en chantant très bien un air délicieux de Mercadante, alors à la mode en Lombardie. « Voilà qui est d'un bon augure, » se dit Fabrice. Cet air qu'il écoutait religieusement lui ôta la petite pointe de colère qui commençait à se mêler à ses raisonnements. Il regarda attentivement la grande route des deux côtés, il n'y vit personne. « Le chanteur arrivera par quelque chemin de traverse, » se dit-il. Presque au même instant, il vit un valet de chambre très proprement vêtu à l'anglaise, et monté sur un cheval de suite qui s'avançait au petit pas en tenant en main un beau cheval de race, peut-être un peu trop maigre. « Ah, si je raisonnais comme Mosca, » se dit Fabrice, lorsqu'il me répète que les dangers que court un homme sont toujours la mesure de ses droits sur le voisin, je casserais la tête d'un coup de pistolet à ce valet de chambre, et, une fois monté sur le cheval maigre, je me moquerais fort de tous les gendarmes du monde. À peine de retour à Parme, j'enverrais de l'argent à cet homme ou à sa veuve. Mais ce serait une horreur. Chapitre 10. Tout en se faisant la morale, Fabrice sautait sur la grande route qui, de Lombardie, va en Suisse. En ce lieu, elle est bien à 4 ou 5 pieds en contrebas de la forêt. Si mon homme prend peur, se dit Fabrice, il part d'un temps de galop et je reste planté là faisant la vraie figure d'un nigaud. En ce moment, il se trouvait à 10 pas du valet de chambre qui ne chantait plus. Il vit dans ses yeux qu'il avait peur. Il allait peut-être retourner ses chevaux. Sans être encore décidé à rien, Fabrice fit un saut et saisit la bride du cheval maigre. « Mon ami, dit-il au valet de chambre, je ne suis pas un voleur ordinaire, car je vais commencer par vous donner 20 francs, mais je suis obligé de vous emprunter votre cheval. Je vais être tué si je ne fous pas le camp rapidement. J'ai sur les talons les 4 frères Riva, ces grands chasseurs que vous connaissez sans doute. Ils viennent de me surprendre dans la chambre de leur sœur. J'ai sauté par la fenêtre et me voici. Ils sont sortis dans la forêt avec leurs chiens et leurs fusils. Je m'étais caché dans ce gros châtaignier creux parce que j'ai vu l'un d'eux traverser la route. Leurs chiens vont me dépister. Je vais monter sur votre cheval et galoper jusqu'à 1 lieue au-delà de Caume. Je vais à Milan, me jeter aux genoux du vice-roi. Je laisserai votre cheval à la poste avec 2 Napoléons pour vous, si vous consentez de bonne grâce. Si vous faites la moindre résistance, je vous tue avec les pistolets que voici. Si, une fois parti, vous mettez les gendarmes à mes trousses, mon cousin, le brave comte Alary, écuyer de l'empereur, aura soin de vous faire casser les os. » Fabrice inventait ce discours à mesure qu'il le prononçait d'un air tout pacifique. « Au reste, dit-il en riant, mon nom n'est point un secret. Je suis le Marchesino Ascanio del Dongo. Mon château est tout près d'ici, à Grianta. »« Pff !» dit-il, en élevant la voix. « Lâchez donc le cheval !» Le valet de chambre, stupéfait, ne soufflait mot. Fabrice passa son pistolet dans la main gauche, saisit la bride que l'autre lâcha, sauta à cheval et partit au galop. Quand il fut à 300 pas,
il s'aperçut qu'il avait oublié de donner les 20 francs promis. Il s'arrêta. Il n'y avait toujours personne sur la route que le valet de chambre qui le suivait au galop. Il lui fit signe avec son mouchoir d'avancer, et quand il le vit à 50 pas, il jeta sur la route une poignée de monnaie et repartit. Il vit de loin le valet de chambre ramasser les pièces d'argent. « Voilà un homme vraiment raisonnable, » se dit Fabrice en riant. « Pas un mot inutile. » Il fila rapidement vers le midi, s'arrêta dans une maison écartée et se remit en route quelques heures plus tard. À 2 heures du matin, il était sur le bord du lac Majeur. Bientôt, il aperçut sa barque qui battait l'eau. Elle vint au signal convenu. Il ne vit point de paysan à qui remettre le cheval. Il rendit la liberté au noble animal. 3 heures après, il était à Belgirate. Là, se trouvant en pays ami, il prit quelque repos. Il était fort joyeux. Il avait réussi parfaitement bien. Oserons-nous indiquer les véritables causes de sa joie ? Son arbre était d'une venue superbe, et son âme avait été rafraîchie par l'attendrissement profond qu'il avait trouvé dans les bras de l'abbé Blanès. Croit-il réellement, se disait-il, à toutes les prédictions qu'il m'a faites ? Ou bien, comme mon frère m'a fait la réputation d'un jacobin, d'un homme sans foi ni loi, capable de tout, a-t-il voulu seulement m'engager à ne pas céder à la tentation de casser la tête à quelque animal qui m'aura joué un mauvais tour ? Le surlendemain, Fabrice était à Parme, où il amusa fort la duchesse et le comte en leur narrant avec la dernière exactitude, comme il faisait toujours, toute l'histoire de son voyage. À son arrivée, Fabrice trouva le portier et tous les domestiques du palais Sanseverina chargés des insignes du plus grand deuil. « Quelle perte avons-nous faite ?» demanda-t-il à la duchesse. « Cet excellent homme, qu'on appelait mon mari, vient de mourir à Baden. Il me laisse ce palais, c'était une chose convenue. Mais en signe de bonne amitié, il y ajoute un legs de 300 000 francs qui m'embarrasse fort. Je ne veux pas y renoncer en faveur de sa nièce, la marquise Raversi, qui me joue tous les jours des tours pendables. Toi qui es amateur, il faudra que tu me trouves quelque bon sculpteur. J'élèverai au duc un tombeau de 300 000 francs. » Le comte se mit à dire des anecdotes sur la Raversi. « C'est en vain que j'ai cherché à l'amadouer par des bienfaits, » dit la duchesse. « Quant aux neveux du duc, je les ai tous faits colonels ou généraux. En revanche, il ne se passe pas de mois qu'il ne m'adresse quelques lettres anonymes abominables. J'ai été obligé de prendre un secrétaire pour lire les lettres de ce genre. » « Et ces lettres anonymes sont leur moindre péché, » reprit le comte Mosca. « Ils tiennent manufacture de dénonciations infâmes. 20 fois j'aurais pu faire traduire toute cette clique devant les tribunaux. Et votre Excellence peut penser, ajouta-t-il en s'adressant à Fabrice, si mes bons juges les eussent condamnés. »« Eh bien, voilà qui me gâte tout le reste, » répliqua Fabrice avec une naïveté bien plaisante à la cour. « J'aurais mieux aimé les voir condamnés par des magistrats jugeant en conscience. »« Vous me ferez plaisir, vous qui voyagez pour vous instruire, de me donner l'adresse de tels magistrats. Je leur écrirai avant de me mettre au lit. Si j'étais ministre, cette absence de juges honnêtes gens blesserait mon amour-propre. »« Mais il me semble, répliqua le comte, que votre Excellence, qui aime tant les Français, et qui même jadis leur prêta secours de son bras invincible, oublie en ce moment une de leurs grandes maximes. Il vaut mieux tuer le diable que si le diable vous tue. Je voudrais voir comment vous gouverneriez ces âmes ardentes et qui lisent toute la journée l'histoire de la Révolution de France, avec des juges qui renverraient acquittés les gens que j'accuse. Ils arriveraient à ne pas condamner les coquins le plus évidemment coupables et se croiraient des Brutus. Mais je veux vous faire une querelle. Votre âme, si délicate, n'a-t-elle pas quelque remords au sujet de ce beau cheval un peu maigre que vous venez d'abandonner sur les rives du lac Majeur ? Je compte bien, dit Fabrice d'un grand sérieux, faire remettre ce qu'il faudra au maître du cheval pour le rembourser des frais d'affiche et autres,
à la suite desquelles il se le sera fait rendre par les paysans qui l'auront trouvé. Je vais lire assidûment le journal de Milan, afin d'y chercher l'annonce d'un cheval perdu. Je connais fort bien le signalement de celui-ci. « Il est vraiment primitif, » dit le comte à la duchesse. « Et que serait devenue votre Excellence, poursuivit-il en riant, si lorsqu'elle galopait ventre à terre sur ce cheval emprunté, il se fût avisé de faire un faux pas. Vous étiez au Spielberg, mon cher petit-neveu, et tout mon crédit eût à peine pu parvenir à faire diminuer d'une 30aine de livres le poids de la chaîne attachée à chacune de vos jambes. Vous auriez passé en ce lieu de plaisance une 10aine d'années. Peut-être vos jambes se fussent-elles enflées et gangrenées. Alors on les eût fait couper proprement. »« Ah, de grâce, ne poussez pas plus loin un si triste roman, » s'écria la duchesse, les larmes aux yeux. « Le voici de retour. »« Et j'en ai plus de joie que vous pouvez le croire, » répliqua le ministre d'un grand sérieux. « Mais enfin, pourquoi ce cruel enfant ne m'a-t-il pas demandé un passeport sous un nom convenable, puisqu'il voulait pénétrer en Lombardie? À la première nouvelle de son arrestation, je serais parti pour Milan, et les amis que j'ai dans ce pays-là auraient bien voulu fermer les yeux et supposer que leur gendarmerie avait arrêté un sujet du prince de Parme. Le récit de votre course est gracieux, amusant, j'en conviens volontiers, répliqua le comte en reprenant un ton moins sinistre. Votre sortie du bois sur la grande route me plaît assez, mais entre nous, puisque ce valet de chambre tenait votre vie entre ses mains, vous aviez droit de prendre la sienne. Nous allons faire à votre Excellence une fortune brillante, du moins, voici madame qui me l'ordonne. Et je ne crois pas que mes plus grands ennemis puissent m'accuser d'avoir jamais désobéi à ses commandements. Quel chagrin mortel pour elle et pour moi, si dans cette espèce de course au clocher que vous venez de faire avec ce cheval maigre, il eût fait un faux pas. Il eût presque mieux valu, ajouta le comte, que ce cheval vous cassât le cou. « Vous êtes bien tragique, ce soir, mon ami, » dit la duchesse tout émue. « C'est que nous sommes environnés d'événements tragiques, » répliqua le comte, aussi avec émotion. « Nous ne sommes pas ici en France, où tout finit par des chansons ou par un emprisonnement d'1 an ou 2. Et j'ai réellement tort de vous parler de toutes ces choses en riant. Ah ça, mon petit-neveu, je suppose que je trouve jour à vous faire évêque. Car bonnement, je ne puis pas commencer par l'archevêché de Parme, ainsi que le veut, très raisonnablement, madame la duchesse ici présente. Dans cet évêché où vous serez loin de nos sages conseils, dites-nous un peu quelle sera votre politique. Tuer le diable plutôt qu'il ne me tue, comme disent fort bien mes amis les Français, répliqua Fabrice avec des yeux ardents. Conserver par tous les moyens possibles, y compris le coup de pistolet, la position que vous m'aurez faite. J'ai lu dans la généalogie des Del Dongo l'histoire de celui de nos ancêtres qui bâtit le château de Grianta. Sur la fin de sa vie, mon bon ami Galéas, duc de Milan, l'envoie visiter un château fort sur notre lac. On craignait une nouvelle invasion de la part des Suisses. Il faut pourtant que j'écrive un mot de politesse au commandant, lui dit le duc de Milan en le congédiant. Il écrit et lui remet une lettre de 2 lignes. Puis il la lui redemande pour la cacheter. Ce sera plus poli, dit le prince. Vespasien del Dongo part, mais en naviguant sur le lac, il se souvient d'un vieux conte grec, car il était savant. Il ouvre la lettre de son bon maître et y trouve l'ordre adressé au commandant du château de le mettre à mort aussitôt son arrivée. Le Sforcé, trop attentif à la comédie qu'il jouait avec notre aïeul, avait laissé un intervalle entre la dernière ligne du billet et sa signature. Vespasien del Dongo y écrit l'ordre de le reconnaître pour gouverneur général de tous les châteaux sur le lac et supprime la tête de la lettre. Arrivé et reconnu dans le fort, il jette le commandant dans un puits, déclare la guerre aux Sforcés et, au bout de quelques années, il échange sa forteresse contre ces terres immenses qui ont fait la fortune de toutes les branches de notre famille et qui, un jour, me vaudront à moi 4000 livres de rente. « Vous parlez comme un académicien » s'écria le comte, en riant. « C'est un bon coup de tête que vous nous racontez là,
Mais ce n'est que tous les 10 ans que l'on a l'occasion amusante de faire de ces choses piquantes. Un être à demi stupide, mais attentif, mais prudent tous les jours, goûte très souvent le plaisir de triompher des hommes à imagination. C'est par une folie d'imagination que Napoléon s'est rendu au prudent John Bull, au lieu de chercher à gagner l'Amérique. John Bull, dans son comptoir, a bien ri de sa lettre, où il cite Thémistocle. De tout temps, les villes Sancho Panza l'emporteront à la longue sur les sublimes Don Quichotte. Si vous voulez consentir à ne rien faire d'extraordinaire, je ne doute pas que vous ne soyez un évêque très respecté, si ce n'est très respectable. Toutefois, ma remarque subsiste. Votre Excellence s'est conduite avec légèreté dans l'affaire du cheval. Elle a été à 2 doigts d'une prison éternelle. Ce mot fit tressaillir Fabrice. Il resta plongé dans un profond étonnement. Était-ce là, se disait-il, cette prison dont je suis menacé? Est-ce le crime que je ne devais pas commettre? Les prédictions de Blanes, dont il se moquait fort en tant que prophétie, prenaient à ses yeux toute l'importance de présages véritables. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui dit la duchesse étonnée. « Le comte t'a plongé dans les noires images. » Je suis illuminée par une vérité nouvelle, et au lieu de me révolter contre elle, mon esprit l'adopte. Il est vrai, j'ai passé bien près d'une prison sans fin, mais ce valet de chambre était si joli dans son habit à l'anglaise, quel dommage de le tuer. Le ministre fut enchanté de son petit air sage. « Il est fort bien, de toute façon, dit-il en regardant la duchesse. Je vous dirai, mon ami, que vous avez fait une conquête, et la plus désirable de toutes, peut-être. » Ah, pensa Fabrice, voici une plaisanterie sur la petite Marietta. Il se trompait. Le comte ajouta. « Votre simplicité évangélique a gagné le cœur de notre vénérable archevêque, le père Landriani. Un de ces jours, nous allons faire de vous un grand vicaire. Et, ce qui fait le charme de cette plaisanterie, c'est que les 3 grands vicaires actuels, gens de mérite, travailleurs, et dont 2, je pense, étaient grands vicaires avant votre naissance, demanderont, par une belle lettre adressée à leur archevêque, que vous soyez le premier en rang parmi eux. Ces messieurs se fondent sur vos vertus d'abord, et ensuite sur ce que vous êtes petit-neveu du célèbre archevêque Ascagne del Dongo. Quand j'ai appris le respect qu'on avait pour vos vertus, j'ai sur-le-champ nommé capitaine le neveu du plus ancien des vicaires généraux. Il était lieutenant depuis le siège de Tarragone par le maréchal Suchet. « Va-t'en tout de suite en négligé, comme tu es, faire une visite de tendresse à ton archevêque !» s'écria la duchesse. « Raconte-lui le mariage de ta sœur. Quand il saura qu'elle va être duchesse, il te trouvera bien plus apostolique. Du reste, tu ignores tout ce que le comte vient de te confier sur ta future nomination. » Fabrice courut au palais archiépiscopal. Il y fut simple et modeste, c'était un ton qu'il prenait avec trop de facilité. Au contraire, il avait besoin d'efforts pour jouer le grand seigneur. Tout en écoutant les récits un peu longs de monseigneur Landriani, il se disait « Aurais-je dû tirer un coup de pistolet au valet de chambre qui tenait par la bride le cheval maigre ?» Sa raison lui disait oui, mais son cœur ne pouvait s'accoutumer à l'image sanglante du beau jeune homme tombant de cheval défiguré. Cette prison où j'allais m'engloutir, si le cheval eût bronché, était-elle la prison dont je suis menacé par tant de présages ? Cette question était de la dernière importance pour lui, et l'archevêque fut content de son air de profonde attention. Chapitre 11. Au sortir de l'archevêché, Fabrice courut chez la petite Marietta. Il entendit de loin la grosse voix de Giletti, qui avait fait venir du vin et se régalait avec le souffleur et les moucheurs de chandelle, ses amis. La Mamassia, qui faisait fonction de mère, répondit seule à son signal. « Il y a du nouveau depuis toi !» s'écria-t-elle.
2 ou 3 de nos acteurs sont accusés d'avoir célébré, par une orgie, la fête du grand Napoléon. Et notre pauvre troupe, qu'on appelle jacobine, a reçu l'ordre de vider les États de Parme. Et vive Napoléon! Mais le ministre a, dit-on, craché au bassinet. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Giletti a de l'argent. Je ne sais pas combien. Mais je lui ai vu une poignée d'écus. Marietta a reçu 5 écus de notre directeur pour frais de voyage jusqu'à Mantoue et Venise. Et moi, 1. Elle est toujours bien amoureuse de toi, mais Giletti lui fait peur. Il y a 3 jours, à la dernière représentation que nous avons donnée, il voulait absolument la tuer. Il lui a lancé 2 fameux soufflets. Et, ce qui est abominable, il lui a déchiré son châle bleu. Si tu voulais lui donner un châle bleu, tu serais bien bon enfant. Et nous dirions que nous l'avons gagné à une loterie. Le tambour-maître des carabiniers donne un assaut demain. Tu en trouveras l'heure affichée à tous les coins de rue. Viens nous voir. S'il est parti pour l'assaut, de façon à nous faire espérer qu'il restera dehors un peu longtemps, je serai à la fenêtre et je te ferai signe de monter. Tâche de nous apporter quelque chose de bien joli, et la Marietta t'aime à la passion. En descendant l'escalier tournant de ce taudis infâme, Fabrice était plein de componction. « Je ne suis point changé, se disait-il. Toutes mes belles résolutions prises au bord de notre lac, quand je voyais la vie d'un œil si philosophique, se sont envolées. Mon âme était hors de son assiette ordinaire. Tout cela était un rêve et disparaît devant l'austère réalité. Ce serait le moment d'agir, se dit Fabrice, en rentrant au palais Sanseverina, sur les 11 heures du soir. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. « Je vais fâcher la personne que j'aime le mieux au monde. Si je parle, j'aurai l'air d'un mauvais comédien. Je ne vaux réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. »« Le comte est admirable pour moi, » dit-il à la duchesse après lui avoir rendu compte de la visite à l'archevêché. « J'apprécie d'autant plus sa conduite que je crois m'apercevoir que je ne lui plais que fort médiocrement. Ma façon d'agir doit donc être correcte à son égard. Il a ses fouilles de sanguignat, dont il est toujours fou, à en juger du moins par son voyage d'avant-hier. Il a fait 12 lieues au galop pour passer 2 heures avec ses ouvriers. Si l'on trouve des fragments de statues dans le temple antique dont il vient de découvrir les fondations, il craint qu'on ne les lui vole. J'ai envie de lui proposer d'aller passer 36 heures à Sanguignat. Demain, vers les 5 heures, je dois revoir l'archevêque. Je pourrais partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route. » La duchesse ne répondit pas d'abord. « On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moi, » lui dit-elle ensuite, avec une extrême tendresse. « À peine de retour de Belgirate, tu trouves une raison pour partir. » « Voici une belle occasion de parler, » se dit Fabrice. Mais sur le lac, j'étais un peu fou. Je ne me suis pas aperçu, dans mon enthousiasme de sincérité, que mon compliment finit par une impertinence. Il s'agirait de dire « Je t'aime de l'amitié la plus dévouée, etc., etc., mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. » N'est-ce pas dire « Je vois que vous avez de l'amour pour moi, mais prenez garde, je ne puis vous payer en même monnaie. » Si elle a de l'amour, la duchesse peut se fâcher d'être devinée, et elle sera révoltée de mon impudence si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple. Et ce sont de ces offenses qu'on ne pardonne point. Pendant qu'il pesait ces idées importantes, Fabrice, sans s'en apercevoir, se promenait dans le salon d'un air grave et plein de hauteur, en homme qui voit le malheur à 10 pas de lui. La duchesse le regardait avec admiration. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait vu naître, ce n'était plus le neveu toujours prêt à lui obéir, c'était un homme grave et duquel il serait délicieux de se faire aimer. Elle se leva de l'ottomane où elle était assise et, se jetant dans ses bras avec transport.
« Tu veux donc me fuir ?» lui dit-elle. « Non, répondit-il de l'air d'un empereur romain, mais je voudrais être sage. » Ce mot était susceptible de diverses interprétations. Fabrice ne se sentit pas le courage d'aller plus loin et de courir le hasard de blesser cette femme adorable. Il était trop jeune, trop susceptible de prendre de l'émotion. Son esprit ne lui fournissait aucune tournure aimable pour faire entendre ce qu'il voulait dire. Par un transport naturel et malgré tout raisonnement, il prit dans ses bras cette femme charmante et la couvrit de baisers. Au même instant, on entendit le bruit de la voiture du comte qui entrait dans la cour, et presque en même temps, lui-même parut dans le salon. Il avait l'air tout ému. « Vous inspirez des passions bien singulières, » dit-il à Fabrice, qui resta presque confondu du mot. L'archevêque avait ce soir l'audience que son Altesse Sérénissime lui accorde tous les jeudis. Le prince vient de me raconter que l'archevêque, d'un air tout troublé, a débuté par un discours appris par cœur et fort savant, auquel d'abord le prince ne comprenait rien. Landriani a fini par déclarer qu'il était important pour l'église de Parme que Monseigneur Fabrice del Dongo fût nommé son premier vicaire général, et par la suite, dès qu'il aurait 24 ans accomplis, son coadjuteur avec future succession. « Ce mot m'a effrayé, je l'avoue, » dit le comte. « C'est allé un peu bien vite, et je craignais une boutade d'humeur chez le prince. Mais il m'a regardé en riant et m'a dit en français « Ce sont là de vos coups, monsieur. » Je puis faire serment devant Dieu et devant votre Altesse, me suis-je écrié avec toute l'onction possible, que j'ignorais parfaitement le mot de « future succession ». Alors j'ai dit la vérité, ce que nous répétions ici même il y a quelques heures. J'ai ajouté, avec entraînement, que, par la suite, je me serais regardé comme comblé des faveurs de son Altesse si elle daignait m'accorder un petit évêché pour commencer. Il faut que le prince m'ait cru, car il a jugé à propos de faire le gracieux. Il m'a dit avec toute la simplicité possible « Ceci est une affaire officielle entre l'archevêque et moi. Vous n'y entrez pour rien. » Le bonhomme m'adresse une sorte de rapport fort long et passablement ennuyeux, à la suite duquel il arrive à une proposition officielle. Je lui ai répondu très froidement que le sujet était bien jeune et surtout bien nouveau dans ma cour. Que j'aurais presque l'air de payer une lettre de change tirée sur moi par l'empereur, en donnant la perspective d'une si haute dignité au fils d'un des grands officiers de son royaume lombardo-vénitien. L'archevêque a protesté qu'aucune recommandation de ce genre n'avait eu lieu. C'était une bonne sottise à me dire à moi. J'en ai été surpris de la part d'un homme aussi entendu. Mais il est toujours désorienté quand il m'adresse la parole, et ce soir il était plus troublé que jamais, ce qui m'a donné l'idée qu'il désirait la chose avec passion. Je lui ai dit que je savais mieux que lui qu'il n'y avait point eu de haute recommandation en faveur de Del Dongo, que personne à ma cour ne lui refusait de la capacité, qu'on ne parlait point trop mal de ses mœurs, mais que je craignais qu'il ne fût susceptible d'enthousiasme, et que je m'étais promis de ne jamais élever aux places considérables les fous de cette espèce, avec lesquels un prince n'est sûr de rien. Alors, a continué son Altesse, j'ai dû subir un pathos presque aussi long que le premier. L'archevêque me faisait l'éloge de l'enthousiasme de la maison de Dieu. Maladroit, me disais-je, tu t'égares, tu compromets la nomination qui était presque accordée. Il fallait couper court et me remercier avec effusion. Point. Il continuait son homélie avec une intrépidité ridicule. Je cherchais une réponse qui ne fût point trop défavorable au petit Del Dongo. Je l'ai trouvée, et assez heureuse, comme vous allez en juger. Monseigneur, lui ai-je dit, Pie VII fut un grand pape et un grand saint. Parmi tous les souverains, lui seul osa dire non au tyran qui voyait l'Europe à ses pieds. Eh bien, il était susceptible d'enthousiasme, ce qui l'a porté, lorsqu'il était évêque d'Imola, à écrire sa fameuse pastorale du citoyen cardinal Chiaramonti en faveur de la République cisalpine. Mon pauvre archevêque est resté stupéfait, et, pour achever de le stupéfier, je lui ai dit d'un air fort sérieux
Adieu, monseigneur. Je prendrai 24 heures pour réfléchir à votre proposition. » Le pauvre homme a ajouté quelques supplications assez mal tournées et assez inopportunes après le mot « adieu » prononcé par moi. Maintenant, comte Mosca della Rovere, je vous charge de dire à la duchesse que je ne veux pas retarder de 24 heures une chose qui peut lui être agréable. Asseyez-vous là et écrivez à l'archevêque le billet d'approbation qui termine toute cette affaire. J'ai écrit le billet, il l'a signé, il m'a dit « Portez-le à l'instant même à la duchesse. » Voici le billet, madame, et c'est ce qui m'a donné un prétexte pour avoir le bonheur de vous revoir ce soir. » La duchesse lut le billet avec ravissement. Pendant le long récit du comte, Fabrice avait eu le temps de se remettre. Il n'eut point l'air étonné de cet incident, il prit la chose en véritable grand seigneur, qui naturellement a toujours cru qu'il avait droit à ses avancements extraordinaires, à ses coups de fortune qui mettraient un bourgeois hors des gonds. Il parla de sa reconnaissance, mais en bons termes, et finit par dire au comte: « Un bon courtisan doit flatter la passion dominante. Hier, vous témoigniez la crainte que vos ouvriers de Sanguignat ne volent les fragments de statues antiques qu'ils pourraient découvrir. J'aime beaucoup les fouilles, moi. Si vous voulez bien me le permettre, j'irai voir les ouvriers. Demain soir, après les remerciements convenables au palais et chez l'archevêque, je partirai pour Sanguignat. »« Mais devinez-vous, dit la duchesse au comte, d'où vient cette passion subite du bon archevêque pour Fabrice ? » ?»« Je n'ai pas besoin de deviner. Le grand vicaire, dont le frère est capitaine, me disait hier: « Le père Landriani part de ce principe certain que le titulaire est supérieur au coadjuteur. Et il ne se sent pas de joie d'avoir sous ses ordres un Del Dongo et de l'avoir obligé. Tout ce qui met en lumière la haute naissance de Fabrice ajoute à son bonheur intime. Il a un tel homme pour aide de camp. En second lieu, monseigneur Fabrice lui a plu. Il ne se sent point timide devant lui. Enfin, il nourrit depuis 10 ans une haine bien conditionnée pour l'évêque de Plaisance, qui affiche hautement la prétention de lui succéder sur le siège de Parme, et qui de plus est fils d'un meunier. C'est dans ce but de succession future que l'évêque de Plaisance a pris des relations fort étroites avec la marquise Raversi, et maintenant ces liaisons font trembler l'archevêque pour le succès de son dessein favori, avoir un Del Dongo à son état-major et lui donner des ordres. Le surlendemain, de bonne heure, Fabrice dirigeait les travaux de la fouille de Sanguignat, vis-à-vis Colorno. C'est le Versailles des princes de Parme. Ces fouilles s'étendaient dans la plaine tout près de la grande route qui conduit de Parme au pont de Casal Maggiore, première ville de l'Autriche. Les ouvriers coupaient la plaine par une longue tranchée profonde de 8 pieds et aussi étroite que possible. On était occupé à rechercher, le long de l'ancienne voie romaine, les ruines d'un second temple qui, disait-on dans le pays, existait encore au Moyen-Âge. Malgré les ordres du prince, plusieurs paysans ne voyaient pas sans jalousie ces longs fossés traversant leurs propriétés. Quoi qu'on pût leur dire, ils s'imaginaient qu'on était à la recherche d'un trésor. Et la présence de Fabrice était surtout convenable pour empêcher quelques petites émeutes. Il ne s'ennuyait point, il suivait ses travaux avec passion. De temps à autre, on trouvait quelques médailles, et il ne voulait pas laisser le temps aux ouvriers de s'accorder entre eux pour l'escamoter. La journée était belle, il pouvait être 6 heures du matin. Il avait emprunté un vieux fusil à un coup, il tira quelques alouettes. L'une d'elles, blessée, alla tomber sur la grande route. Fabrice, en la poursuivant, aperçut de loin une voiture qui venait de Parme et se dirigeait vers la frontière de Casal Maggiore. Il venait de recharger son fusil lorsque la voiture fort délabrée, s'approchant au tout petit pas, il reconnut la petite Marietta. Elle avait à ses côtés le grand escogriffe Giletti et cette femme âgée qu'elle faisait passer pour sa mère. Giletti s'imagina que Fabrice s'était placé ainsi au milieu de la route et un fusil à la main pour l'insulter et peut-être même pour lui enlever la petite Marietta. En homme de cœur,
il sauta à bas de la voiture. Il avait dans la main gauche un grand pistolet fort rouillé et tenait de la droite une épée encore dans son fourreau, dont il se servait lorsque les besoins de la troupe forçaient de lui confier quelque rôle de marquis. « Ah, brigand !» s'écria-t-il. « Je suis bien aise de te trouver ici, à 1 lieue de la frontière. Je vais te faire ton affaire. Tu n'es plus protégé ici par tes bas violets. » Fabrice faisait des mines à la petite Marietta et ne s'occupait guère des cris jaloux du Giletti, lorsque tout à coup, il vit à 3 pieds de sa poitrine le bout du pistolet rouillé. Il n'eut que le temps de donner un coup sur ce pistolet en se servant de son fusil comme d'un bâton. Le pistolet partit, mais ne blessa personne. « Arrêtez donc !» cria Giletti au Vetturino. En même temps, il eut l'adresse de sauter sur le bout du fusil de son adversaire et de le tenir éloigné de la direction de son corps. Fabrice et lui tiraient le fusil chacun de toutes ses forces. Giletti, beaucoup plus vigoureux, plaçant une main devant l'autre, avançait toujours vers la batterie et était sur le point de s'emparer du fusil lorsque Fabrice, pour l'empêcher d'en faire usage, fit partir le coup. Il avait bien observé auparavant que l'extrémité du fusil était à plus de 3 pouces au-dessus de l'épaule de Giletti. La détonation eut lieu tout près de l'oreille de ce dernier. Il resta un peu étonné, mais se remit en un clin d'œil. « Ah, tu veux me faire sauter le crâne, canaille! Je vais te faire ton compte !» Giletti jeta le fourreau de son épée de marquis et fondit sur Fabrice avec une rapidité admirable. Celui-ci n'avait point d'armes et se vit perdu. Il se sauva vers la voiture, qui était arrêtée à 10 de pas derrière Giletti. Il passa à gauche et, saisissant de la main le ressort de la voiture, il tourna rapidement tout autour et repassa tout près de la portière droite qui était ouverte. Giletti, lancé avec ses grandes jambes et qui n'avait pas eu l'idée de se retenir au ressort de la voiture, fit plusieurs pas dans sa première direction avant de pouvoir s'arrêter. Au moment où Fabrice passait auprès de la portière ouverte, il entendit Marietta qui lui disait à demi-voix « Prends garde à toi, il te tuera, tiens !» Au même instant, Fabrice vit tomber de la portière une sorte de grand couteau de chasse. Il se baissa pour le ramasser, mais au même instant, il fut touché à l'épaule par un coup d'épée que lui lançait Giletti. Fabrice, en se relevant, se trouva à 6 pouces de Giletti qui lui donna dans la figure un coup furieux avec le pommeau de son épée. Ce coup était lancé avec une telle force qu'il ébranla tout à fait la raison de Fabrice. En ce moment, il fut sur le point d'être tué. Heureusement pour lui, Giletti était encore trop près pour pouvoir lui donner un coup de pointe. Fabrice, quand il revint à soi, prit la fuite en courant de toutes ses forces. En courant, il jeta le fourreau du couteau de chasse et ensuite, se retournant vivement, il se trouva à 3 pas de Giletti qui le poursuivait. Giletti était lancé. Fabrice lui porta un coup de pointe. Giletti, avec son épée, eut le temps de relever un peu le couteau de chasse, mais il reçut le coup de pointe en plein dans la joue gauche. Il passa tout près de Fabrice, qui se sentit percer la cuisse. C'était le couteau de Giletti que celui-ci avait eu le temps d'ouvrir. Fabrice fit un saut à droite. Il se retourna, et enfin les 2 adversaires se trouvèrent à une juste distance de combat. Giletti jurait comme un damné. « Ah, je vais te couper la gorge, gredin de prêtre !» répétait-il à chaque instant. Fabrice était tout essoufflé et ne pouvait parler. Le coup de pommeau d'épée dans la figure le faisait beaucoup souffrir, et son nez saignait abondamment. Il para plusieurs coups avec son couteau de chasse et porta plusieurs bottes sans trop savoir ce qu'il faisait. Il lui semblait vaguement être à un assaut public. Cette idée lui avait été suggérée par la présence de ces ouvriers qui, au nombre de 25 ou 30, formaient cercle autour des combattants, mais à distance fort respectueuse, car on voyait ceux-ci courir à tout moment et s'élancer l'un sur l'autre. Le combat semblait se ralentir un peu, les coups ne se suivaient plus avec la même rapidité. Lorsque Fabrice se dit « À la douleur que je ressens au visage, il faut qu'il m'ait défiguré », saisi de rage à cette idée, il sauta sur son ennemi la pointe du couteau de chasse en avant. Cette pointe entra dans le côté droit de la poitrine de Giletti et sortit vers l'épaule gauche. Au même instant, l'épée de Giletti pénétrait de toute sa longueur dans le haut du bras de Fabrice.
mais l'épée glissa sous la peau et ce fut une blessure insignifiante. Giletti était tombé. Au moment où Fabrice s'avançait vers lui, regardant sa main gauche qui tenait un couteau, cette main s'ouvrait machinalement et laissait échapper son arme. « Le gredin est mort », se dit Fabrice. Il le regarda au visage. Giletti rendait beaucoup de sang par la bouche. Fabrice courut à la voiture. « Avez-vous un miroir » cria-t-il à Marietta. Marietta le regardait très pâle et ne répondait pas. La vieille femme ouvrit d'un grand sang-froid un sac à ouvrage vert et présenta à Fabrice un petit miroir à manches grand comme la main. Fabrice, en se regardant, se maniait la figure. « Les yeux sont sains, se disait-il, c'est déjà beaucoup. » Il regarda les dents, elles n'étaient point cassées. « D'où vient donc que je souffre tant ?» se disait-il à demi-voix. La vieille femme lui répondit. « C'est que le haut de votre joue a été pilé entre le pommeau de l'épée de Giletti et l'os que nous avons là. Votre joue est horriblement enflée et bleue. Mettez-y des sangsues à l'instant et ce ne sera rien. »« Ah, des sangsues à l'instant !» dit Fabrice en riant, et il reprit tout son sang-froid. Il vit que les ouvriers entouraient Giletti et le regardaient sans oser le toucher. « Secourez donc cet homme !» leur cria-t-il. « Ôtez-lui son habit !» Il allait continuer, mais, en levant les yeux, il vit 5 ou 6 hommes à 300 pas sur la grande route qui s'avançaient à pied et d'un pas mesuré vers le lieu de la scène. « Ce sont des gendarmes, pensa-t-il, et comme il y a un homme de tué, ils vont m'arrêter, et j'aurai l'honneur de faire une entrée solennelle dans la ville de Parme. Quelle anecdote pour les courtisans amis de la Raversi et qui détestent ma tante. » Aussitôt, et avec la rapidité de l'éclair, il jette aux ouvriers ébahis tout l'argent qu'il avait dans ses poches. Il s'élance dans la voiture. « Empêchez les gendarmes de me poursuivre !» crie-t-il à ses ouvriers. « Et je fais votre fortune. Dites-leur que je suis innocent, que cet homme m'a attaqué et voulait me tuer. Et toi, dit-il au Vetturino, mets tes chevaux au galop. Tu auras 4 Napoléons d'or si tu passes le Pô avant que ces gens là-bas puissent m'atteindre. » « Ça va, dit le Vetturino, mais n'ayez donc pas peur, ces hommes là-bas sont à pied, et le trot seul de mes petits chevaux suffit pour les laisser fameusement derrière. » Disant ces paroles, il les mit au galop. Notre héros fut choqué de ce mot « peur » employé par le cocher. C'est que, réellement, il avait eu une peur extrême après le coup de pommeau d'épée qu'il avait reçu dans la figure. « Nous pouvons contrepasser des gens à cheval venant vers nous, » dit le Vetturino prudent et qui songeait aux 4 Napoléons. « Et les hommes qui nous suivent peuvent crier qu'on nous arrête. » Ceci voulait dire « rechargez vos armes ». « Ah, que tu es brave, mon petit abbé !» s'écriait la Marietta en embrassant Fabrice. La vieille femme regardait hors de la voiture, par la portière. Au bout d'un peu de temps, elle rentra la tête. « Personne ne nous poursuit, monsieur, » dit-elle à Fabrice d'un grand sang-froid. « Et il n'y a personne sur la route devant vous. Vous savez combien les employés de la police autrichienne sont formalistes. S'ils vous voient arriver ainsi au galop, sur la digue au bord du Pô, ils vous arrêteront. N'en ayez aucun doute. » Fabrice regarda par la portière. « Au trot, dit-il au cocher. Quel passeport avez-vous ? Dit-il à la vieille femme. 3 au lieu d'1, répondit-elle, et qui nous ont coûté chacun 4 francs. N'est-ce pas une horreur pour de pauvres artistes dramatiques qui voyagent toute l'année ? Voici le passeport de monsieur Giletti, artiste dramatique. Ce sera vous. Voici nos 2 passeports, à la Mariettina et à moi. Mais Giletti avait tout notre argent dans sa poche. Qu'allons-nous devenir ? » « Combien avait-il ? dit Fabrice. 40 beaux écus de 5 francs, dit la vieille femme. C'est-à-dire 6 de la petite monnaie, dit la Marietta en riant. Je ne veux pas que l'on trompe mon petit abbé. N'est-il pas tout naturel, monsieur, reprit la vieille femme d'un grand sang-froid, que je cherche à vous accrocher 34 écus. Qu'est-ce que 34 écus pour vous ?
Et nous avons perdu notre protecteur. Qui est-ce qui se chargera de nous loger, de débattre les prix avec les Vetturini quand nous voyageons, et de faire peur à tout le monde? Giletti n'était pas beau, mais il était bien commode, et si la petite que voilà n'était pas une sotte, qui d'abord s'est amourachée de vous, jamais Giletti ne se fût aperçu de rien, et vous nous auriez donné de beaux écus. Je vous assure que nous sommes bien pauvres. Fabrice fut touché. Il tira sa bourse et donna quelques napoléons à la vieille femme. « Vous voyez, lui dit-il, qu'il ne m'en reste que 15. Ainsi, il est inutile, dorénavant, de me tirer aux jambes. » La petite Marietta lui sauta au cou, et la vieille lui baisait les mains. La voiture avançait toujours au petit trot. Quand on vit de loin les barrières jaunes rayées de noir qui annoncent les possessions autrichiennes, la vieille femme dit à Fabrice: « Vous feriez mieux d'entrer à pied avec le passeport de Giletti dans votre poche. Nous allons nous arrêter un instant sous prétexte de faire un peu de toilette. Et d'ailleurs, la douane visitera nos effets. Vous, si vous m'en croyez, traversez Casal Maggiore d'un pas nonchalant. Entrez même au café et buvez le verre d'eau-de-vie. Une fois hors du village, filez ferme. La police est vigilante en diable en pays autrichien. Elle saura bientôt qu'il y a eu un homme de tué. Vous voyagez avec un passeport qui n'est pas le vôtre. Il n'en faut pas tant pour passer 2 ans en prison. Gagnez le pot à droite en sortant de la ville. Louez une barque et réfugiez-vous à Ravenne ou à Ferrare. Sortez au plus vite des États autrichiens. Avec 2 louis, vous pourrez acheter un autre passeport de quelque douanier. Celui-ci vous serait fatal. Rappelez-vous que vous avez tué l'homme. » En approchant à pied du pont de bateau de Casal Maggiore, Fabrice relisait attentivement le passeport de Giletti. Notre héros avait grand peur. Il se rappelait vivement tout ce que le comte Mosca lui avait dit du danger qu'il y avait pour lui à rentrer dans les États autrichiens. Or, il voyait à 200 pas devant lui le pont terrible qui allait lui donner accès en ce pays dont la capitale, à ses yeux, était le Spielberg. Mais comment faire autrement ? Le duché de Modène, qui borne au midi l'état de Parme, lui rendait les fugitifs en vertu d'une convention expresse. La frontière de l'État, qui s'étend dans les montagnes du côté de Gênes, était trop éloignée. Sa mésaventure serait connue à Parme bien avant qu'il pût atteindre ces montagnes. Il ne restait donc que les États de l'Autriche sur la rive gauche du Pô. Avant qu'on eût le temps d'écrire aux autorités autrichiennes pour les engager à l'arrêter, il se passerait peut-être 36 heures ou 2 jours. Toute réflexion faite, Fabrice brûla avec le feu de son cigare son propre passeport. Il valait mieux pour lui, en pays autrichien, être un vagabond que d'être Fabrice del Dongo, et il était possible qu'on le fouillât. Indépendamment de la répugnance bien naturelle qu'il avait à confier sa vie au passeport du malheureux Giletti, ce document présentait des difficultés matérielles. La taille de Fabrice atteignait tout au plus à 5 pieds 5 pouces, et non pas à 5 pieds 10 pouces, comme l'énonçait le passeport. Il avait près de 24 ans et paraissait plus jeune. Giletti en avait 39. Nous avouerons que notre héros se promena une grande demi-heure sur une contre-digue du Pô voisine du pont de Barque, avant de se décider à y descendre. Que conseillerais-je à un autre qui se trouverait à ma place, se dit-il enfin. Évidemment, de passer. Il y a péril à rester dans l'état de Parme. Un gendarme peut être envoyé à la poursuite de l'homme qui en a tué un autre, fût-ce même à son corps défendant. Fabrice fit la revue de ses poches, déchira tous les papiers et ne garda exactement que son mouchoir et sa boîte à cigares. Il lui importait d'abréger l'examen qu'il allait subir. Il pensa à une terrible objection qu'on pourrait lui faire et à laquelle il ne trouvait que de mauvaises réponses. Il allait dire qu'il s'appelait Giletti et tout son linge était marqué F.D. Comme on voit, Fabrice était un de ces malheureux tourmentés par leur imagination. C'est assez le défaut des gens d'esprit en Italie. Un soldat français, d'un courage égal ou même inférieur, se serait présenté pour passer sur le pont tout de suite et sans songer d'avance à aucune difficulté. Mais aussi,
Il y aurait porté tout son sang-froid, et Fabrice était bien loin d'être de sang-froid, lorsque, au bout du pont, un petit homme, vêtu de gris, lui dit « Entrez au bureau de police pour votre passeport. » Ce bureau avait des murs sales garnis de clous auxquels les pipes et les chapeaux sales des employés étaient suspendus. Le grand bureau de sapin derrière lequel ils étaient retranchés était tout taché d'encre et de vin. 2 ou 3 gros registres reliés en peau verte portaient des taches de toutes couleurs, et la tranche de leurs pages était noircie par les mains. Sur les registres, placés en pile l'un sur l'autre, il y avait 3 magnifiques couronnes de laurier qui avaient servi l'avant-veille pour une des fêtes de l'empereur. Fabrice fut frappé de tous ces détails. Ils lui serrèrent le cœur. Il paya ainsi le luxe magnifique et plein de fraîcheur qui éclatait dans son joli appartement du palais Sanseverina. Il était obligé d'entrer dans ce sale bureau et d'y paraître comme inférieur. Il allait subir un interrogatoire. L'employé qui tendit une main jaune pour prendre son passeport était petit et noir. Il portait un bijou de laiton à sa cravate. « Ceci est un bourgeois de mauvaise humeur », se dit Fabrice. Le personnage parut excessivement surpris en lisant le passeport, et cette lecture dura bien 5 minutes. « Vous avez eu un accident », dit-il à l'étranger en indiquant sa joue du regard. « Le Vettorino nous a jetés en bas de la digue du Pô. » Puis le silence recommença, et l'employé lançait des regards farouches sur le voyageur. « J'y suis », se dit Fabrice. « Il va me dire qu'il est fâché d'avoir une mauvaise nouvelle à m'apprendre et que je suis arrêté. » Toutes sortes d'idées folles arrivèrent à la tête de notre héros qui, dans ce moment, n'était pas fort logique. Par exemple, il songea à s'enfuir par la porte du bureau qui était restée ouverte. « Je me défais de mon habit, je me jette dans le Pô, et sans doute je pourrais le traverser à la nage. Tout vaut mieux que le Spielberg. » L'employé de police le regardait fixement au moment où il calculait les chances de succès de cette équipée. Cela faisait 2 bonnes physionomies. La présence du danger donne du génie à l'homme raisonnable. Elle le met, pour ainsi dire, au-dessus de lui-même. À l'homme d'imagination, elle inspire des romans, hardis, il est vrai, mais souvent absurdes. Il fallait voir l'œil indigné de notre héros sous l'œil scrutateur de ce commis de police orné de ses bijoux de cuivre. « Si je le tuais, » se disait Fabrice, « je serais condamné pour meurtre à 20 ans de galère ou à la mort, ce qui est bien moins affreux que le Spielberg, avec une chaîne de 120 livres à chaque pied et 8 onces de pain pour toute nourriture, et cela dure 20 ans. Ainsi, je n'en sortirai qu'à 44 ans. » La logique de Fabrice oubliait que, puisqu'il avait brûlé son passeport, rien n'indiquait à l'employé de police qu'il fût le rebelle Fabrice del Dongo. Notre héros était suffisamment effrayé, comme on le voit. Il eût été bien davantage s'il eût connu les pensées qui agitaient le commis de police. Cet homme était ami de Giletti. On peut juger de sa surprise lorsqu'il vit son passeport entre les mains d'un autre. Son premier mouvement fut de faire arrêter cet autre. Puis il songea que Giletti pouvait bien avoir vendu son passeport à ce beau jeune homme qui apparemment venait de faire quelques mauvais coups à Parme. « Si je l'arrête, » se dit-il, « Giletti sera compromis. On découvrira facilement qu'il a vendu son passeport. D'un autre côté, que diront mes chefs si l'on vient à vérifier que moi, ami de Giletti, j'ai visé son passeport porté par un autre ?» L'employé se leva en bâillant et dit à Fabrice « Attendez, monsieur. » Puis, par une habitude de police, il ajouta « Il se lève une difficulté. » Fabrice dit à part soi « Il va s'élever ma fuite. » En effet, l'employé quittait le bureau dont il laissait la porte ouverte, et le passeport était resté sur la table de sapin. « Le danger est évident, » pensa Fabrice. « Je vais prendre mon passeport et repasser le pont au petit pas. Je dirai aux gendarmes, s'ils m'interrogent, que j'ai oublié de faire viser mon passeport par le commissaire de police du dernier village des États de Parme. » Fabrice avait déjà son passeport à la main lorsque, à son inexprimable étonnement,
il entendit le commis aux bijoux de cuivre qui disait « Ma foi, je n'en puis plus. La chaleur m'étouffe. Je vais au café prendre la demi-tasse. Entrez au bureau quand vous aurez fini votre pipe. Il y a un passeport à viser. L'étranger est là. » Fabrice, qui sortait à pas de loup, se trouva face à face avec un beau jeune homme qui se disait en chantonnant « Eh bien, visons donc ce passeport. Je vais leur faire mon paraphe. »« Où monsieur veut-il aller ?»« À Mantoue, Venise et Ferrare. »« Ferrare, soit, » répondit l'employé en sifflant. Il prit une griffe, imprima le visa en encre bleue sur le passeport, écrivit rapidement les mots « Mantoue, Venise et Ferrare » dans l'espace laissé en blanc par la griffe. Puis il fit plusieurs tours en l'air avec la main, signa et reprit de l'encre pour son paraphe qu'il exécuta avec lenteur et en se donnant des soins infinis. Fabrice suivait tous les mouvements de cette plume. Le commis regarda son paraphe avec complaisance, il y ajouta 5 ou 6 points. Enfin, il remit le passeport à Fabrice en disant d'un air léger « Bon voyage, monsieur !» Fabrice s'éloignait d'un pas dont il cherchait à dissimuler la rapidité lorsqu'il se sentit arrêté par le bras gauche. Instinctivement, il mit la main sur le manche de son poignard et s'il ne se fût vu entouré de maisons, il fût peut-être tombé dans une étourderie. L'homme qui lui touchait le bras gauche, lui voyant l'air tout effaré, lui dit en forme d'excuse « Mais j'ai appelé monsieur 3 fois, sans qu'il répondît. Monsieur a-t-il quelque chose à déclarer à la douane ? Je n'ai sur moi que mon mouchoir. Je vais ici tout près chasser chez un de mes parents. » Il eût été bien embarrassé si on l'eût prié de nommer ce parent. Par la grande chaleur qu'il faisait et avec ses émotions, Fabrice était mouillé comme s'il fût tombé dans le pot. Je ne manque pas de courage entre les comédiens, mais les commis ornés de bijoux de cuivre me mettent hors de moi. Avec cette idée, je ferai un sonnet comique pour la duchesse. À peine entré dans Casal Maggiore, Fabrice prit à droite une mauvaise rue qui descend vers le Pô. « J'ai grand besoin, se dit-il, des secours de Bacchus et de Cérès. » Et il entra dans une boutique, au dehors de laquelle pendait un torchon gris attaché à un bâton. Sur le torchon était écrit le mot « Trattoria ». Un mauvais drap de lit, soutenu par 2 cerceaux de bois fort minces et pendant jusqu'à 3 pieds de terre, mettait la porte de la trattoria à l'abri des rayons directs du soleil. Là, une femme à demi nue et fort jolie reçut notre héros avec respect, ce qui lui fit le plus vif plaisir. Il se hâta de lui dire qu'il mourait de faim. Pendant que la femme préparait le déjeuner, entra un homme d'une 30aine d'années. Il n'avait pas salué en entrant. Tout à coup, il se releva du banc où il s'était jeté d'un air familier et dit à Fabrice « Excellenza, la riverisco. Je salue votre Excellence. » Fabrice était très gai en ce moment et au lieu de former des projets sinistres, il répondit en riant « Et d'où diable connais-tu mon Excellence ?»« Comment ? Votre Excellence ne reconnaît pas Ludovic, l'un des cochers de Madame la Duchesse Sanseverina ? À Sacca, la maison de campagne où nous allions tous les ans, je prenais toujours la fièvre. J'ai demandé la pension à Madame et me suis retiré. Me voici riche. Au lieu de la pension de 12 écus par an à laquelle, tout au plus, je pouvais avoir droit, Madame m'a dit que, pour me donner le loisir de faire des sonnets, car je suis poète en langue vulgaire, elle m'accordait 24 écus. Et monsieur le comte m'a dit que si jamais j'étais malheureux, je n'avais qu'à venir lui parler. J'ai eu l'honneur de mener Monsignor pendant un relais lorsqu'il est allé faire sa retraite, comme un bon chrétien, à la chartreuse de Velleggia. » Fabrice regarda cet homme et le reconnut un peu. C'était un des cochers les plus coquets de la Casa de Sanseverina. Maintenant qu'il était riche, disait-il, il avait pour tout vêtement une grosse chemise déchirée et une culotte de toile, jadis teinte en noir, qui lui arrivait à peine aux genoux. Une paire de souliers et un mauvais chapeau complétaient l'équipage. De plus, il ne s'était pas fait la barbe depuis 15 jours. En mangeant son omelette, Fabrice fit la conversation avec lui absolument comme d'égal à égal. Il crut voir que Ludovic était l'amant de l'hôtesse. Il termina rapidement son déjeuner, puis,
dit à demi-voix à Ludovic. « J'ai un mot pour vous. »« Votre Excellence peut parler librement devant elle. C'est une femme réellement bonne, » dit Ludovic d'un air tendre. « Eh bien, mes amis, » reprit Fabrice sans hésiter, « je suis malheureux et j'ai besoin de votre secours. D'abord, il n'y a rien de politique dans mon affaire. J'ai tout simplement tué un homme qui voulait m'assassiner parce que je parlais à sa maîtresse. »« Pauvre jeune homme !» dit l'hôtesse. « Que votre Excellence compte sur moi !» s'écria le cocher avec des yeux enflammés par le dévouement le plus vif. « Où son Excellence veut-elle aller ?»« À Ferrare. J'ai un passeport, mais j'aimerais mieux ne pas parler aux gendarmes, qui peuvent avoir connaissance du fait. Quand avez-vous expédié cet autre ? » Ce matin à 6 heures. « Votre Excellence n'a-t-elle point de sang sur ses vêtements ?» dit l'hôtesse. « J'y pensais, » reprit le cocher. « Et d'ailleurs, le drap de ses vêtements est trop fin. On n'en voit pas beaucoup de semblables dans nos campagnes. Cela nous attirerait les regards. Je vais acheter des habits chez le juif. Votre Excellence est à peu près de ma taille, mais plus mince. »« De grâce, ne m'appelez plus Excellence. Cela peut attirer l'attention. »« Oui, Excellence, » répondit le cocher en sortant de la boutique. « Eh bien, cria Fabrice, « et l'argent ? Revenez donc !»« Que parlez-vous d'argent ?» dit l'hôtesse. « Il a 67 écus qui sont fort à votre service. Moi-même, ajouta-t-elle en baissant la voix, j'ai une 40 d'écus que je vous offre de bien bon cœur. » On n'a pas toujours de l'argent sur soi lorsqu'il arrive de ces accidents. Fabrice avait ôté son habit à cause de la chaleur en entrant dans la trattoria. « Vous avez là un gilet qui pourrait nous causer de l'embarras s'il entrait quelqu'un. Cette belle toile anglaise attirerait l'attention. » Elle donna à notre fugitif un gilet de toile teinte en noir appartenant à son mari. Un grand jeune homme entra dans la boutique par une porte intérieure. Il était mis avec une certaine élégance. « C'est mon mari, » dit l'hôtesse. « Pierre-Antoine, » dit-elle au mari, « monsieur est un ami de Ludovic. Il lui est arrivé un accident ce matin de l'autre côté du fleuve. Il désire se sauver à Ferrare. »« Eh, nous le passerons, » dit le mari d'un air fort poli. « Nous avons la barque de Charles-Joseph. » Par une autre faiblesse de notre héros, que nous avouerons aussi naturellement que nous avons raconté sa peur dans le bureau de police au bout du pont, il avait les larmes aux yeux. Il était profondément attendri par le dévouement parfait qu'il rencontrait chez ses paysans. Il pensait aussi à la bonté caractéristique de sa tante. Il eût voulu pouvoir faire la fortune de ces gens. Ludovic rentra chargé d'un paquet. « Adieu cet autre !» lui dit le mari d'un air de bonne amitié. « Il ne s'agit pas de ça, » reprit Ludovic d'un ton fort alarmé. « On commence à parler de vous. On a remarqué que vous avez hésité en entrant dans notre vicolo, et quittant la belle rue comme un homme qui chercherait à se cacher. »« Montez vite à la chambre, » dit le mari. Cette chambre, fort grande et fort belle, avait de la toile grise au lieu de vitres aux 2 fenêtres. On y voyait 4 lits larges, chacun de 6 pieds, et hauts de 5. « Et vite, dit Ludovic. Il y a un fat de gendarmes nouvellement arrivé qui voulait faire la cour à la jolie femme d'en bas, et auquel j'ai prédit que quand il va en correspondance sur la route, il pourrait bien se rencontrer avec une balle. Si ce chien-là entend parler de votre Excellence, il voudra nous jouer un tour. Il cherchera à vous arrêter ici, afin de faire mal noter la trattorie de la Théodolinde. »« Et quoi ?» continua Ludovic en voyant sa chemise toute tachée de sang et des blessures serrées avec des mouchoirs. « Le porco s'est donc défendu ? En voilà 100 fois plus qu'il n'en faut pour vous faire arrêter. Je n'ai point acheté de chemise. » Il ouvrit sans façon l'armoire du mari et donna une de ses chemises à Fabrice, qui bientôt fut habillé en riche bourgeois de campagne. Ludovic décrocha un filet suspendu à la muraille, plaça les habits de Fabrice dans le panier où l'on met le poisson, descendit en courant et sortit rapidement par une porte de derrière. Fabrice le suivait. « Théodolinde » cria-t-il en passant près de la boutique. « Cache ce qui est en haut. Nous allons attendre dans les saules. Et toi, Pierre-Antoine, envoie-nous bien vite une barque. On paye bien. »
Ludovic fit passer plus de 20 fossés à Fabrice. Il y avait des planches fort longues et fort élastiques qui servaient de pont sur les plus larges de ces fossés. Ludovic retirait ces planches après avoir passé. Arrivé au dernier canal, il tira la planche avec empressement. « Respirons maintenant, dit-il. Ce chien de gendarme aurait plus de 2 lieues à faire pour atteindre votre Excellence. Vous voilà tout pâle, dit-il à Fabrice. Je n'ai point oublié la petite bouteille d'eau-de-vie. Elle vient fort à propos. La blessure à la cuisse commence à se faire sentir. Et d'ailleurs, j'ai eu une fière peur dans le bureau de la police au bout du pont. Je le crois bien, dit Ludovic. Avec une chemise remplie de sang comme était la vôtre, je ne conçois pas seulement comment vous avez osé entrer en un tel lieu. Quant aux blessures, je m'y connais. Je vais vous mettre dans un endroit bien frais où vous pourrez dormir 1 heure. La barque viendra nous y chercher s'il y a moyen d'obtenir une barque. Sinon, quand vous serez un peu reposé, nous ferons encore 2 petites lieues et je vous mènerai à un moulin où je prendrai moi-même une barque. Votre Excellence a bien plus de connaissances que moi. Madame va être au désespoir quand elle apprendra l'accident. On lui dira que vous êtes blessé à mort, peut-être même que vous avez tué l'autre en traître. La marquise Raversi ne manquera pas de faire courir tous les mauvais bruits qui peuvent chagriner madame. Votre Excellence pourrait écrire. Et comment faire parvenir la lettre? Le garçon du moulin où nous allons gagne 12 sous par jour. En 1 jour et demi, ils sont à Parme. Donc 4 francs pour le voyage. 2 francs pour l'usure des souliers. Si la course était faite pour un pauvre homme tel que moi, ce serait 6 francs. Comme elle est pour le service d'un seigneur, j'en donnerai 12. Quand on fut arrivé au lieu du repos dans un bois de vernes et de saules, bien touffu et bien frais, Ludovic alla à plus d'1 heure de là chercher de l'encre et du papier. « Grand Dieu, que je suis bien ici !» s'écria Fabrice. « Fortune, adieu, je ne serai jamais archevêque !» À son retour, Ludovic le trouva profondément endormi et ne voulut pas l'éveiller. La barque n'arriva que vers le coucher du soleil. Aussitôt que Ludovic la vit paraître au loin, il appela Fabrice qui écrivit 2 lettres. « Votre Excellence a bien plus de connaissances que moi, dit Ludovic d'un air peiné, et je crains bien de lui déplaire au fond du cœur, quoi qu'elle en dise, si j'ajoute une certaine chose. »« Je ne suis pas aussi nigaud que vous le pensez, répondit Fabrice, et quoi que vous puissiez dire, vous serez toujours à mes yeux un serviteur fidèle de ma tante, et un homme qui a fait tout au monde pour me tirer d'un fort vilain pas. » Il fallut bien d'autres protestations encore pour décider Ludovic à parler, et quand enfin il en eut pris la résolution, il commença par une préface qui dura bien 5 minutes. Fabrice s'impatienta, puis il se dit « À qui la faute ? À notre vanité que cet homme a fort bien vu du haut de son siège. » Le dévouement de Ludovic le porta enfin à courir le risque de parler net. « Combien la marquise Raversi ne donnerait-elle pas aux piétons que vous allez expédier à Parme pour avoir ces 2 lettres ? Elles sont de votre écriture, et par conséquent font preuve judiciaire contre vous. Votre Excellence va me prendre pour un curieux indiscret. En second lieu, elle aura peut-être honte de mettre sous les yeux de madame la duchesse ma pauvre écriture de cocher. Mais enfin, votre sûreté m'ouvre la bouche, quoique vous puissiez me croire un impertinent. Votre Excellence ne pourrait-elle pas me dicter ces 2 lettres ? Alors, je suis le seul compromis, et encore bien peu, je dirais au besoin que vous m'êtes apparu au milieu d'un champ avec une écritoire de corne dans une main et un pistolet dans l'autre, et que vous m'avez ordonné d'écrire. « Donnez-moi la main, mon cher Ludovic, s'écria Fabrice, et pour vous prouver que je ne veux point avoir de secret pour un ami tel que vous, copiez ces 2 lettres telles qu'elles sont. » Ludovic comprit toute l'étendue de cette marque de confiance et y fut extrêmement sensible. Mais au bout de quelques lignes, comme il voyait la barque s'avancer rapidement sur le fleuve, « Les lettres seront plutôt terminées, dit-il à Fabrice, si votre Excellence veut prendre la peine de me les dicter. » Les lettres finies, Fabrice écrivit un A et un B à la dernière ligne, et, sur une petite rognure de papier qu'ensuite il chiffonna, il mit en français « Croyez A et B ».
Le piéton devait cacher ce papier froissé dans ses vêtements. La barque arrivant à portée de la voie, Ludovic appela les bateliers par des noms qui n'étaient pas les leurs. Ils ne répondirent point et abordèrent 500 toises plus bas, regardant de tous les côtés pour voir s'ils n'étaient point aperçus par quelque douanier. « Je suis à vos ordres, » dit Ludovic à Fabrice. « Voulez-vous que je porte moi-même les lettres à Parme ? Voulez-vous que je vous accompagne à Ferrare ? M'accompagner à Ferrare est un service que je n'osais presque vous demander. Il faudra débarquer et tâcher d'entrer dans la ville sans montrer le passeport. Je vous dirai que j'ai la plus grande répugnance à voyager sous le nom de Giletti. Et je ne vois que vous qui puissiez m'acheter un autre passeport. »« Que ne parliez-vous à Casal Maggiore ? Je sais un espion qui m'aurait vendu un excellent passeport, et pas cher, pour 40 ou 50 francs. » L'un des deux mariniers, qui était né sur la rive droite du Pô, et par conséquent n'avait pas besoin de passeport à l'étranger pour aller à Parme, se chargea de porter les lettres. Ludovic, qui savait manier la rame, se fit fort de conduire la barque avec l'autre. « Nous allons trouver sur le bas Pô, dit-il, plusieurs barques armées appartenant à la police, et je saurai les éviter. » Plus de 10 fois, on fut obligé de se cacher au milieu de petites îles à fleur d'eau, chargées de saules. 3 fois, on mit pied à terre pour laisser passer les barques vides devant les embarcations de la police. Ludovic profita de ces longs moments de loisir pour réciter à Fabrice plusieurs de ses sonnets. Les sentiments étaient assez justes, mais comme émoussés par l'expression et ne valaient pas la peine d'être écrits. Le singulier, c'est que cet ex-cocher avait des passions et des façons de voir vives et pittoresques. Il devenait froid et commun dès qu'il écrivait. « C'est le contraire de ce que nous voyons dans le monde, » se dit Fabrice. L'on sait maintenant tout exprimer avec grâce, mais les cœurs n'ont rien à dire. Il comprit que le plus grand plaisir qu'il pût faire à ce serviteur fidèle, ce serait de corriger les fautes d'orthographe de ses sonnets. « On se moque de moi quand je prête mon cahier, » disait Ludovic. « Mais si votre Excellence daignait me dicter l'orthographe des mots lettre à lettre, les envieux ne sauraient plus que dire. L'orthographe ne fait pas le génie. » Ce ne fut que le surlendemain, dans la nuit, que Fabrice put débarquer en toute sûreté dans un bois de Verne, 1 lieue avant que d'arriver à Ponte Lago Oscuro. Toute la journée, il resta caché dans une chènevière, et Ludovic le précéda à Ferrare. Il y loua un petit logement chez un juif pauvre, qui comprit tout de suite qu'il y avait de l'argent à gagner si l'on savait se taire. Le soir, à la chute du jour, Fabrice entra dans Ferrare monté sur un petit cheval. Il avait bon besoin de ce secours, la chaleur l'avait frappé sur le fleuve. Le coup de couteau qu'il avait à la cuisse et le coup d'épée que Giletti lui avait donné dans l'épaule au commencement du combat s'étaient enflammés et lui donnaient de la fièvre.